François, bon, les carnets, toujours sur ce lien avec cet atelier hebdo qu'on a appelé Recherche sur la nouvelle, et cette question du format. C'est-à-dire, à quel moment, par exemple chez H.P. Lovecraft, le format imposé par la publication dans le magazine mensuel Weird Tales, 4000 mots, 24 pages, choses comme ça, ça avait une espèce de standard imposé de l'extérieur et on construit sa forme pour ce standard. Et puis quelquefois, on prend un numéro, deux numéros pour développer quelque chose en trois parties, mais ça se trouve aussi chez Balzac, par exemple. C'est même ce qui conditionne la réécriture et les reprises et le développement. Gardons ça pour plus tard. Balzac, il y aurait un an à passer avec lui. Et à ce moment-là, les Américains, Lovecraft, appellent ça novelette, un mot qu'on n'a jamais utilisé nous. Et je pense que dans cet éclatement récent du jeu éditorial, le format des livres est tellement un critère maintenant associé à la nécessité du texte qu'on a bien compris que c'est pas la question commerciale, en tout cas par les rentrées littéraires et tous ces machins-là, c'est pas ça qui détermine cet équilibre de la forme et de l'objet. Et on peut avoir des choses extrêmement fines, extrêmement minuscules, et se dire, c'est parce qu'on les publie sous forme de livres, mais ça vaut aussi pour tous les équivalents à Internet, qu'on dit que c'est une forme autonome et indépendante. Est-ce qu'on a besoin, alors là, encore d'utiliser la forme nouvelle? Disons que là, c'est un usage. Alors si on prend Franz Kafka, par exemple, il y a d'autres frontières. Est-ce que la frontière, c'est entre le journal et l'histoire? Est-ce que c'est parce que lui-même a collecté là, ce texte et l'a publié en tant que nouvelle chez Rowohlt ou dans un recueil? Une part quand même importante de l'œuvre publiée de Franz Kafka de son vivant, même si ça n'inclut ni les romans ni le journal. Mais dans le journal, où elle est cette frontière entre le récit indépendant qui se rejoue, qui s'ébauche. Voilà, ça c'est le format général. Et si on prend Julio Cortázar, évidemment, c'est majeur. Prenez Marel ou Les cosmonautes de l'autoroute, voilà des livres de grand format qu'on n'appellerait pas nouvelles, mais qui sont des marqueurs, en tout cas pour la littérature du XXe siècle. Et puis, si on prend quelque chose comme Axolot. Axolot, c'est un format nouvelle en 8 paragraphes, assez cohérent, consistant, c'est comme les suites de comme la bibliothèque de Babel de Borges. Il le republie 5 fois, 6 fois, 7 fois dans des versions différentes, mais c'est toujours un récit autonome que l'usage a coutume d'intituler nouvelle parce qu'il s'agit d'un format bref et contenu. Sans compter que Cortázar vit à Paris ou à Londres, publie principalement en Argentine et puis petit à petit à la fois en Europe, en Argentine avec ses traductrices, mais cette écriture de récits là pour les revues, pour les magazines, pour la presse, c'est ce qu'il fait vivre et pas la question du roman. Et chez lui, il y a une autre spécificité, c'est que l'ensemble des écrits brefs, par exemple, je prends manuel d'instruction, instruction pour tuer des fourmis à Rome, instruction pour monter un escalier, instruction pour comprendre 3 tableaux célèbres, instruction pour remonter une montre. Moi, je crois que j'ai envie de relire Instruction pour monter un escalier, tellement il m'enchante à chaque fois. Instruction pour pleurer, eh bien, à la fois, ce sont des textes, est-ce qu'on peut les considérer comme nouvelles en eux-mêmes? Ils sont autonomes, indépendants. Instruction pour chanter, de 4, 6, 8 et 10, 12 lignes de la version quarto, une page probablement dans les versions poche. Mais est-ce que la nouvelle, c'est instruction pour chanter, ou bien c'est l'ensemble qui s'intitule manuel d'instruction? Mais manuel d'instruction, on peut le considérer comme une nouvelle en soi, simplement une nouvelle qui est faite là d'un bouquet de 10 textes indépendants. La preuve, c'est que quand on le rassemble en recueil, comme Maupassant rassemblait aussi en recueil des nouvelles sans même se donner ces nouvelles écrites au quotidien, celles de fiction, et pas le continent inexploré encore de ce qu'il écrivait au jour le jour, pour que la documentation, le souvenir, le fait divers provoque une fiction sur ce thème.
l'édition commerciale reprend manuel d'instruction, occupation bizarre, et souvent Chronope est fameux, et fabrique un livre qu'on intitule Chronopes et fameux, qui rassemble en fait 3 recueils qui eux-mêmes se décomposent en unités encore plus brèves. Et qu'est-ce qu'en ce cas-là que le quarto qui définit nouvelles histoires et autre chose, mais qui n'inclut ni Marel, où pourtant un nombre de plusieurs dizaines de textes sont parfaitement autonomes, ni 62 dont j'ai parlé hier, et qui est aussi composé de nappes entrelacées. Elle est où la frontière? Et dans ce quarto, là, bon, c'est comme les 2 Pléiades Maupassant, c'est des univers, on plonge, on cherche quelque chose, on tombe sur autre chose, on retrouve plus celle qu'on cherchait, c'est ça aussi pour moi, cette question de l'ouverture d'un livre dans la frontière close de son objet, ce qui est beaucoup plus compliqué avec le numérique, puisqu'il n'y a pas de clôture. On peut toujours retraverser le texte par en dessous, avec un QR code, avec un lien HTML, expérience que je fais sur Rabelais, par exemple, en ce moment. Et c'est pour ça que cette question-là, dans le livre, cette question de la clôture m'intéresse autant. Alors, dans Kafka, attendez, j'en ai sélectionné une dizaine, là, sur un petit post-it. J'aimerais qu'on se balade, je ne sais pas si j'irai au 10. Par exemple, page 990, j'ai noté, je fais vraiment tout ça en direct. Territoire, 1978, hommage à une jeune sorcière sur d'autres usages du chanvre. Et voilà, lot de 10 griffouillages à profiter. Mais qu'est-ce que c'est ce titre? Vous vous en souvenez de ce titre? Lot de 10 griffouillages à profiter. C'est-à-dire que là, Cortázar griffouille, et nous, on va tricher avec lui. Là, je vais vous en lire 2. Là, vous voyez, c'est un tout petit ensemble. C'est-à-dire, où elle est la nouvelle? La nouvelle, elle est dans les textes, danger des biographies, présence subreptice, le pourquoi et le comment, qui est justement sur ces griffouillages, effet du quand dira-t-on, nom d'oiseau, débarquement sur papier. Alors nous, là, on débarque, on fait ce qu'on peut aussi. Voilà. Dans cet ensemble, je vais en prendre un. Après, on va tromper Cortázar. On va dire que nous, là, on est entré dans ces lots de 10 griffouillages à profiter, mais regardez, micro-méditation devant l'un de ces portraits imagerie, ces notions de griffouillage, on va l'exporter à une sélection. Tenez, regardez, ça je n'avais pas du tout prévu, je l'avais même pas noté. Savant avec trou de mémoire, ça fait quoi? Ça fait ça. Plan pour un poème, ça fait ça. Et elle est où cette frontière du récit autonome et de ce qui constitue une nouvelle? On y va. Encore un anti-Kafka. J'ai la douleur d'avouer que tous mes efforts ont échoué et qu'après des années de lutte, je n'ai pas réussi à me changer en crocodile. Alors vous savez que le texte de Kafka Die Verwandlung, la métamorphose, c'est évidemment un texte où l'effet, souvent best-seller, même peut-être comme Axolotl pourrait dissimuler le continent là, des nouvelles de Cortázar, eh bien, la métamorphose devient une espèce de symbole, alors que, a priori, c'est qu'un élément parmi tant d'autres dans l'œuvre. Je n'ai pas réussi à me changer en crocodile. J'ai épuisé une à une les tentatives les plus diverses, avançant avec une patience toute patte lente et tapis, affleurant à peine sous le court fangeux du temps. Et alors on y est dans la Verwandlung. Au début, tout cela ne me paraissait pas réellement impossible. J'allais sur la rive du fleuve, j'ouvrais la bouche comme si je voulais avaler le soleil. Les heures passaient, mais l'oiseau qui nettoie toujours les dents du crocodile ne voletait pas autour de moi. Fatigué de ces espoirs inutiles, je me résignais et revenais tête basse, comme jamais n'aurait pu le faire un crocodile. Je suis même arrivé à vaincre mon horreur de l'eau, espérant qu'un jour la métamorphose ait lieu dans mon élément naturel,
dans l'élément naturel des sauriens. Oh, doux non, sauriens. Les témoins de mon obstination ne manquent pas. Énormes bousiers noirs et folles papillons des tropiques peuvent attester de mon inventivité, de ma lente persévérance à ne pas me noyer pendant que, flottant sur le dos, je me payais un stupide défilé de nuages et d'avions supersoniques. Qui pourrait démentir semblable espoir obstiné et industrieux, semblable provocation au train-train génétique. Et aujourd'hui encore, même vieux et fatigué, je refuse la défaite. À la tombée du jour, je m'approche des rivières encaissées, et là, au milieu des joncs, je guette le passage des chèvres sauvages. Si je me jetais sur l'une d'elles, peut-être me transformerais-je soudain en caïman. Ah, le craquement de ces tendres os sous mes dents démultipliées. Mais il n'y a pas la moindre chèvre, il commence à faire froid, et je dois rentrer dans mon nid, où m'attend mon épouse, indignée. On connaît les vieilles chouettes, leur intempérance, le crissement de leur colère qui exalte les cimetières et fait marcher les choses mortes, les interminables récriminations. Qui parlait? Un homme ou une chouette? Et de quel droit avez-vous tranché avant de disposer de l'information? Voilà un griffouillage de Julio Cortázar. Il y en a un que je trouve magique. Attendez, j'ai noté page 571. Il est encore plus bref là que son anti-Kafka. Vous vous souvenez de celle qui s'intitule Théorie du trou collant? C'est dommage parce que j'ai pas l'intention de la lire. Ça s'appelle Où j'habite. Et c'est page 571. Où j'habite? J'habite un œil. Une maison œil que j'ai achetée dans un bar du port, sans notaire ni papier, et dont le prix fut réglé en gin. Je vis là, près de la mer, parmi des arbres et des dunes, et c'est un œil qui regarde la mer en suivant ses mouvements qui ont le même rythme que sa paupière. Il me plaît de vivre dans cette maison, tout œil violet, avec sa grande verrière irisée et son gong noir au milieu de l'air. Ce n'est pas un phare, ma maison, ni un fort. J'habite un œil qui regarde sans but, un œil qui voit. Je sais qu'un jour, il verra la sirène, l'alcyon, le léviathan, les sargasses. Je sais qu'un soir, je sortirai de ma maison pour rencontrer sur la plage un Hollandais qui me serrera dans ses bras. Vous vous souvenez du vaisseau fantôme hollandais, forcément. Texturologie, observation ferroviaire, qu'est-ce qu'un polygraphe? Toutes celles-ci sont bien connues. Natation en piscine de farine, quel bonheur. Et vous voyez, c'est tellement bizarre que natation en piscine de farine, il est tellement connu, célèbre, que juste après, il y en a un qui s'appelle famille au pluriel. Mais qui a envie de lire quelque chose concernant la famille? Mais, tenez, c'est Cortázar. Moi, ce que j'aime, c'est de me toucher les pieds, dit Madame Bracamonte. Madame Cinnamommo exprime son entière réprobation. Quand sa cocotte était petite, ça la prenait de se toucher par-ci, par-là. Traitement, une bonne gifle, aller-retour. C'est comme ça que le métier entre. Il faut dire que la petite avait de qui tenir ses penches, Madame Cinnamommo. C'est pas pour dire, mais sa grand-mère paternelle, elle marchait au vin toute la journée. D'accord, mais le soir, vodka et autres cochonneries communistes. Ah, les ravages de l'alcool se lividifient, Madame Bradamonte. Je vais vous dire, avec l'éducation que je lui ai donnée à la petite, risque pas qu'il lui en reste des traces. Je lui en donnerai, tiens, moi, du vin à celle-là. Votre cocotte est une merveille, dit Madame Bracamonte. Elle est à la campagne pour le moment, dit Madame Cinnamommo. Voilà, famille, c'est tout. L'affaire du meurtre du Canari. Avec variante, là c'est le 2. C'est juste avant un autre célèbre, comme quoi on est très handicapé par les jaguars. Mais juste avant, il y a celui-ci. Toute sphère est un Cuba.
Comment? Ça vous donne pas envie de lire, ça? Toute sphère est un cube. La première difficulté, comme toujours, c'est ma tante. Lui dire que toute sphère est un cube et voir sa peau rivaliser avec la couleur de l'épinard, c'est tout un. Elle s'immobilise sur le pas de la porte, appuyée sur son balai, et elle me regarde avec des yeux où je devine l'envie qu'elle a de me cracher à la figure. Après quoi, elle s'en va balayer le patio, mais sans chanter un de ces boléros qui font la joie de notre maison. La deuxième difficulté, c'est la sphère elle-même. À peine l'ai-je posée avec décision sur un plan incliné où tout cube demeurerait imperturbable et que la malheureuse se met à fuir à toutes pattes, tombe par terre comme la foudre et pour faire bonne mesure roule sous l'armoire où de nombreux flocons de poussière se sont bizarrement accumulés. Ce n'est pas vraiment marrant d'avoir à la sortir de là. Il me faut retrousser mes manches et comme je suis allergique à la poussière, ça me fait éternuer si fort que de grands tourbillons de flocons sortent avec le cube et provoquent carrément une crise d'asthme. Impossible d'aller au bureau. Monsieur Rosenthal menace de me retenir un jour sur ma paye. Mon père fait état des nuits qu'il passait à la dure lors de son expédition dans le désert. Ma tante finit toujours par emporter la sphère et par la remettre là où la famille pense qu'elle doit être, c'est-à-dire sur l'étagère du séjour, entre les œuvres de Hégy Cronin et l'oiseau empaillé qui appartient à mon petit frère, celui qui est remonté au ciel à l'âge de 3 ans. Mon père m'a déjà demandé 2 fois pourquoi je m'obstine à dire des bêtises, mais je n'ai pas pris la peine de lui répondre, car tant de passivité me décourage. Est-ce possible qu'ils acceptent tous que cette maudite boule fasse ses 4 volontés? Encore une fois, je lutterai contre la sphère qui, j'en suis certain, est un cube. Je la poserai sur un plan incliné, ma tante passera au vert épinard, suivront les flocons de poussière, le cycle habituel, alors j'attendrai d'être guéri de ma crise d'asthme et je reposerai le cube sur le plan incliné, parce que c'est là qu'il doit être, et non pas sur l'étagère du séjour, à côté du petit oiseau. Pensez-en ce que vous voulez, mais moi, écrire à Paris, alors la traduction est de... Elle a été d'ailleurs publiée dans une revue... en espagnol, mais à Paris, en 1967. C'est traduction de Laure Guy Bataillon, comme les autres textes que je lis, mais à repréciser évidemment chaque fois. C'est un boulot extraordinaire. Et en même temps, oui, comme écrit à Paris pour une revue espagnole, l'univers argentin reste quand même présent. Et puis cette sphère-là étroite avec le père, la tante, mais il n'y a pas de mère. Et puis, par contre, il y a ce petit oiseau empaillé parce qu'un petit enfant est mort à l'âge de 3 ans. Et puis il y a ce cycle. Voilà, ça c'est Cortázar. J'avais dit qu'on se ferait quand même une instruction. Et le plaisir que j'ai à relire instruction pour monter un escalier. Chronope est fameux, donc là on est en 1962 pour ce manuel d'instruction. Juste dire aussi matière plastique. Pour moi c'est la période peut-être la plus haute, la plus inventive de Cortázar. Instruction pour monter un escalier. Tout le monde a certainement remarqué déjà que le sol parfois se plie de telle façon qu'une partie monte à angle droit avec le plan du parquet et que la partie suivante redevient parallèle à ce premier plan, cela pour donner naissance à une nouvelle perpendiculaire, opération qui se répète en spirale ou en ligne brisée jusqu'à des hauteurs extrêmement variables. En se penchant et en posant la main gauche sur une des parties verticales et la droite sur la partie horizontale correspondante, on est en possession momentanée d'une marche ou degré. Qu'une de ces marches formées, comme on le voit, de 2 éléments, se situe un peu plus haut et un peu plus avant que la précédente, principe qui donne un sens à l'escalier, vu que toute autre combinaison produirait des formes peut-être plus belles ou pittoresques, mais incapables de vous transporter d'un rez-de-chaussée
rez-de-chaussée à un premier étage. Les escaliers se montrent de face, car en marche arrière ou latérale, ce n'est pas particulièrement commode. L'attitude la plus naturelle à adopter, la station debout, bras ballants, tête droite, mais pas trop, cependant, afin que les yeux puissent voir la marche à gravir, la respiration lente et régulière. Pour ce qui est de l'ascension proprement dite, on commence par lever cette partie du corps située en bas à droite et généralement enveloppée de cuir ou de daim et qui, sauf exception, tient exactement sur la marche. Une fois la dite partie que nous appellerons pied pour abréger, posée sur le degré, on lève la partie correspondante gauche, appelée aussi pied, mais qu'il ne faut pas confondre avec le premier pied mentionné plus haut, et après l'avoir amenée à la hauteur du premier pied, on la hisse encore un peu pour la poser sur la deuxième marche où le pied pourra enfin se reposer, tandis que sur la première, le pied repose déjà. Les premières marches sont toujours les plus difficiles, jusqu'à ce qu'on ait acquis la coordination nécessaire. La coïncidence des noms entre le pied et le pied rend l'explication difficile. Faites spécialement attention à ne pas lever en même temps le pied et le pied. Parvenu de cette façon à la deuxième marche, il suffit de répéter alternativement ces deux mouvements jusqu'au bout de l'escalier. On en sort facilement avec un léger coup de talon pour bien fixer la marche à sa place et l'empêcher de bouger jusqu'à ce que l'on redescende. Façon d'être prisonnier, la direction du regard, dialogue de rupture, mine de rien, déjà 6 de moins. C'est ça, mine de rien, déjà 6 de moins. C'est dans l'ensemble qui s'appelle Un certain Lucas. Dès après 50 ans, nous commençons à mourir insensiblement en d'autres morts. Les grands mages, les chamans de notre jeunesse partent l'un après l'autre. Parfois, nous ne pensions déjà plus tellement à eux, ils étaient restés en arrière dans l'histoire. Have our vices, have our rooms, nous réclamaient, ils étaient toujours là, en un sens, mais comme des tableaux qu'on ne regarde plus, comme au début des poèmes qui ne parfument plus que vaguement la mémoire. C'est alors, chacun a ses ombres chères, ces grands intercesseurs, que survient le jour où le premier d'entre eux envahit horriblement journaux, radios et télé. Peut-être tarderons-nous à comprendre que notre mort aussi a commencé ce jour-là. C'est une chose que j'ai sue le soir où, pendant un dîner, quelqu'un fit allusion avec indifférence à une nouvelle du bulletin d'information. Jean Cocteau venait de mourir à Milly-la-Forêt. Une partie de moi-même tomba, morte, elle aussi, sur la nappe, parmi les phrases conventionnelles. Les autres ont suivi, toujours de la même façon, la radio ou les journaux. Louis Armstrong, Pablo Picasso, Stravinsky, Duke Ellington. Et hier soir, pendant que je toussais dans un hôpital de la Havane, hier soir, par la voix d'un ami qui apportait jusqu'à mon lit la rumeur du monde, Charlie Chaplin. Je sortirai de cet hôpital. J'en sortirai guéri, cela ne fait aucun doute, mais pour la 6e fois, un peu moins vivant. Vous le faites, vous, ça, le répertoire des morts, de vos morts, mais pas les proches, ceux appris là par la rumeur du monde. Est-ce qu'on leur doit cela? Celle-ci, à cause de son titre, de l'art de passer à côté. Première publication à La Havane, 1978. Les découvertes importantes se font toujours dans les circonstances et les endroits les plus inattendus. La pomme de Newton, c'est pas banal, avouez. Eh bien moi, au beau milieu d'une réunion d'affaires, j'ai pensé, sans savoir pourquoi, au chat. Ce qui n'avait rien à voir avec l'ordre du jour. J'ai découvert brusquement que les chats sont des téléphones. Tout simplement, comme toujours, des choses géniales. Évidemment, une découverte pareille suscite une certaine surprise, étant donné que personne n'est habitué à ce que les téléphones circulent, ni surtout à ce qu'ils boivent du lait et adorent le poisson. Ça prend un certain temps de comprendre qu'il s'agit de téléphones spéciaux, comme des talkie-walkies qui n'ont pas de fil. Et en plus, nous aussi, nous sommes spéciaux, en ce sens que nous n'avons pas compris jusqu'à présent que les chats sont des téléphones. C'est pour cela qu'on n'avait pas eu l'idée de les utiliser.
Étant donné que cette négligence remonte à la plus haute antiquité, il n'y a pas grand-chose à attendre des communications que nous pourrions établir à partir de cette découverte, car il est évident que nous manquons d'un code qui nous permettrait de déchiffrer les messages, leur provenance et la nature de ceux qui nous les envoient. Il ne s'agit pas, comme on l'a déjà sans doute compris, de décrocher un récepteur inexistant pour composer un numéro qui n'a rien à voir avec nos chiffres habituels, et moins encore de comprendre ce qu'on peut nous dire à l'autre bout pour des raisons non moins confuses. Que ce téléphone fonctionne, tout chat le prouve avec une honnêteté mal récompensée par les abonnés bipèdes. Chacun admet que son téléphone noir, blanc, roux ou angora se ramène à tout bout de champ d'un air décidé, s'arrête au pied de l'abonné et émet un message que notre littérature primaire et pathétique traduit stupidement par miaou et autres phrases, autres phonèmes du même genre, verbes soyeux, adjectifs feutrés, phrases simples et compliquées, mais toujours savoureuses, glycérinées, forment un discours qui, dans certains cas, a trait à la fin, auquel cas le téléphone n'est rien d'autre qu'un chat. Mais parfois le chat s'exprime de façon tout à fait désintéressée, ce qui prouve qu'il est un téléphone. Bornés et prétentieux, nous avons laissé passer des millénaires sans répondre à ces appels, sans nous demander d'où ils pouvaient nous venir, qui était à l'autre bout de cette ligne qu'une queue sans cesse en mouvement s'est fatiguée de nous montrer dans toutes les maisons du monde. À quoi me sert et nous sert cette découverte? Tout chat est un téléphone, mais tout homme est un pauvre homme. Qui sait ce que les chats continuent de nous dire, les chemins qu'ils nous montrent? Pour ma part, je n'ai été capable que de composer le numéro de l'université où je travaille et d'annoncer presque honteusement ma découverte. Inutile, je crois, de mentionner le silence de tapioca coagulé avec lequel l'ont reçu les savants qui répondent à ce genre d'appel. Et voilà comment le tapioca coagulé répond à la pomme de Newton. Encore un sommet, les discours du pince-gueule. On est en 1966. Les titres, on dessine une petite étoile. Et non, et non, et non. Façon très simple de détruire une ville que je crois que j'ai lu avant-hier dans le carnet précédent, une des plus brèves de Cortázar en 5 lignes. Petit déjeuner. On n'est plus conditionné qu'on ne pense, refusé par Maggie et même par Knorr. Bon, celle-là, je m'en souviens même pas. Alors que là, j'ai envie de la lire, mais c'est pas celle-ci que j'ai prévue. Quel drame. Tout ira plus ou moins bien jusqu'au jour où j'habite. Celle-là, je l'ai lue. J'habite un œil. La protection inutile et puis des choix insolites. Auto-traduit. Dans Ultime Round, sous le titre Elecciones Insolitas. Alors, auto-traduit, est-ce que la version française a précédé la version espagnole? Oui. Cortázar, là, maintenant, se risque à écrire dans la langue étrangère. En quoi le saut dans la langue étrangère, par les contraintes, vous aide à franchir un seuil que peut-être vous n'auriez pas dans... Ben, on va regarder ça de près. On est très proche de Beckett, là. Des choix insolites. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu du tout. On lui a proposé au choix une banane, un traité de Gabriel Marcel, 3 paires de chaussettes en nylon, un percolateur garanti, une blonde aux mœurs élastiques, la retraite avant l'âge, et pourtant il n'est pas convaincu. Sa réticence attise l'insomnie de quelques fonctionnaires, d'un curé et des flics de l'arrondissement. Comme il n'est pas convaincu, on commence à se demander s'il ne devrait pas faire l'objet d'une interdiction de séjour. On le lui a laissé entendre comme ça, gentiment. Il a dit: dans ce cas, je prends la banane. On se méfie. C'est bien naturel. Il aurait été bien plus rassurant qu'il prenne le percolateur, ou au moins la blonde. C'est quand même étrange qu'il ait préféré la banane. On envisage de revoir la situation depuis le début. Voilà ce que Julio Cortázar intitule ses griffouillages.
c'est l'eau de griffouillage, mais attention, à profiter